Voilà, et pour recevoir Bernard-Henri Lévy, eh bien, on a choisi de se mettre ici, sur cette place Fürstenberg. Nous sommes ici au cœur de Saint-Germain-des-Prés. Saint-Germain-des-Prés, on est ici tout près du Flore, on est près des Deux Magots, on est près de la brasserie Lippe. En tout cas, c'est le carrefour de tout ce que Paris compte de monde intellectuel, politique, artistique. Je dirais c'est un petit peu votre quartier général, Saint-Germain-des-Prés, Bernard-Henri Lévy. Alors, vous rentrez de Sarajevo. Vous avez là-bas présenté votre pièce qui, à l'occasion des 100 ans de l'assassinat de l'archiduc Ferdinand d'Autriche, qui a, on le sait, déclenché la Première Guerre mondiale. Mais Sarajevo, c'est un lieu particulier pour vous parce que c'est là, en fait, que vous avez fait votre premier engagement sur le terrain au moment du conflit bosniaque. On va voir le portrait qui a été fait par Yvan Martinet dans un instant, mais d'où ça vient, cette espèce de mission que vous êtes donnée d'aller sur le terrain, vous intercaler entre les belligérants? D'abord, Sarajevo, c'est pas le premier. Et ensuite, d'où ça vient, j'en sais rien. L'envie probablement de ne pas vivre pour rien, l'envie de pouvoir me regarder dans une glace, le désir de rendre un peu aux autres ce que j'ai reçu moi-même. Voilà, vous savez, les intellectuels engagés, c'est une vieille tradition, hein, je n'ai pas inventé ça. Donc voilà, du Bangladesh dans ma jeunesse, jusqu'à Sarajevo hier, jusqu'à cette pièce qui parle de cette Europe d'aujourd'hui en déliquescence. Et puis Kiev, et le reste, oui, j'essaie de faire mon boulot, de faire mon devoir. On va voir tout ça avec le reportage, le film d'Yvan Martinet, de Florian Lemoyle et de Fred Prigent. On regarde ensemble, on se retrouve après et on parle bien sûr de votre engagement et d'autres choses puisque vous avez, comment dire, un côté un peu irritant pour certains. Bon. Quelques centimètres carrés de coton blanc, forcément. Col bien échancré, plus qu'une chemise, presque un emblème. Rares sont ceux que l'on peut ainsi évoquer à travers un simple vêtement. Mais lui, vous l'avez tellement vu. C'est l'idée qu'il a été, à mon avis, le premier à proférer, que l'idée d'une socialisation du bonheur... Bernard-Henri Lévy devant les caméras. Voilà 40 ans que ça dure. C'est le logo, c'est marque. Sur tous les fronts, toutes les émissions. Sentence. Plus personne n'imagine que le monde meilleur est de ce monde, plus personne... Quitte à devenir ce philosophe plus près des Plateaux que de Platon, tant aimé que détesté. Plus important, l'art d'aimer, qui peut vouloir dire aussi l'art de détester. Amour, gloire et pensée. 3 lettres qui font grincer. Mais au final, de l'homme, que sait-on vraiment? Qui, derrière cette chemise immaculée? J'ai apporté ça. Ça lui va bien, cette chemise blanche. Bon, mais il est mieux sans chemise. C'est son meilleur habit. Portrait autorisé de Bernard-Henri Lévy. Exploration intime de l'intellectuel avec son épouse Arielle Dombasle, qui nous a reçus chez eux pour évoquer son philosophe sous toutes ses facettes, y compris les moins connues. Il aime les psychotropes et il aime maîtriser la chimie. Il faut comprendre qu'il est drôle. Il faut comprendre que parfois il prend des excitants que j'aime pas. L'intellectuel nous a ouvert son incroyable carnet d'adresses. Plongeons dans le système BHL, peuplé de ce que Paris compte de plus puissant, comme son ami, le milliardaire et très secret François Pinault. Il y a beaucoup de choses derrière la chemise blanche. Il y a un sacré, un grand cœur, un cœur comme ça, un homme généreux, un homme d'instinct, très très fidèle en amitié. Il est là quand il faut. Tout aussi rare, tout aussi riche, tout aussi influent, Pierre Berger prend sa défense. Il irrite parce qu'il a du succès, il irrite parce qu'il est plus intelligent que les autres. Voilà, c'est tout. Ne décortiquons pas cette histoire. Les gens ne vous pardonnent jamais le succès, et encore moins d'être plus intelligents qu'eux. Et j'en sais quelque chose. Même les présidents de la République sont fascinés, de gauche comme de droite. Je pense que Mitterrand était séduit par Bernard-Henri Lévy, il était littéralement séduit par Bernard, et qui pensait l'utiliser. Avec Nicolas Sarkozy, ils sont amis dans les années 90, beaucoup. Ils font même du ski ensemble. Vous saviez pas ça?
Bernard-Henri Lévy ou la séduction au naturel, auprès des femmes, bien entendu. J'étais plutôt très jolie, mais il aimait que je sois voyante, si vous voulez. Il aimait ça. Ça m'arrivait de temps en temps, vous voyez, mais pas toujours. Et manifestement, il était content de ça. Donc je ne suis pas étonnée qu'il vive avec Ariel Dombal, si vous voulez. BHL séducteur, BHL philosophe, à la découverte d'un penseur sur lequel les avis divergent, de l'admiration au rejet. On ne pourra pas raconter l'histoire de la philosophie au XXe siècle et au début du XXIe sans se référer à BHL. Bernard-Henri Lévy n'est pas un philosophe, il fait dans la philosophie, comme certains font dans le nougat ou je sais pas, ou la boulangerie. Parfois, sa pensée est mangée par son personnage. Le costume noir avec sa chemise blanche dans le désert de Libye, moi aussi ça m'énerve. Libye, Bosnie, nous avons voulu en savoir plus sur le BHL qui s'affiche sur les terrains de guerre. S'est-il mis en scène en première ligne? Témoignage exclusif de ceux qui l'ont vu en zone de combat. Nous, on essayait de l'empêcher d'aller sur les zones dangereuses, le front, mais il refuse. Coupable, pas loin. Les premiers coups de feu, on ne sait pas d'où ça vient, comment ça résonne entre les bâtiments. Penseur héroïque ou imposteur médiatique? Tribun narcissique ou intello authentique? Enquête sur une passion française. BHL sous toutes ses coutures. Le premier rendez-vous que nous a donné Bernard-Henri Lévy, c'est ici, à Kiev, en Ukraine. Nous sommes début mars. Depuis 3 jours, plus au sud, la Crimée est convoitée par les Russes. Alors ce soir-là, des centaines d'Ukrainiens manifestent devant l'ambassade de Russie. Parmi eux, BHL, arrivé l'après-midi même, accueilli par des intellectuels locaux qui font aussi office d'interprètes. Un peu pour les Ukrainiens, un peu pour notre caméra, BHL improvise et lance des slogans. Comme s'il savait d'instinct ce que retiendront les objectifs. Comme si la foule angoissée avait besoin de sa notoriété. Depuis le début des événements, c'est la 2e fois qu'il vient ici. Je l'ai vu plusieurs fois aux infos. Et vous savez qui c'est? Non, je ne connais que son visage. J'ai entendu que c'était une sorte de diplomate ou un politicien, c'est ça? Je sais qu'il est déjà venu place Maïdan pour nous soutenir. Je sais qu'il parle de ce qui se passe ici, en France et en Europe. Après 20 minutes seulement, l'intellectuel lève le camp. Ce serait donc ça son savoir-faire, prendre le pouls de la foule, s'approprier sa cause, puis l'imposer dans le débat. Vous croyez que c'est important pour les Ukrainiens qu'un étranger comme vous vienne ici apporter son soutien? Non, pas trop. Mais c'est une goutte d'eau. Et voilà, c'est une goutte d'eau. C'est pas plus qu'une goutte d'eau, mais quand on a la possibilité de le faire, il faut le faire. Et je suis content d'être là à leur côté ce soir, oui. Parce que je ne sais pas ce qui peut se passer demain, après-demain, donc je suis content d'être là. Vous pourriez être aussi bien à Paris, sur les plateaux, en train de nous dire tout le mal que vous pensez de Poutine à cet instant? Je le dirai très vite. Mais la méthode BHL ne se limite pas aux manifestations. Il a maintenant d'autres rendez-vous plus importants. Place au 2e acte. À travers la ville fiévreuse, direction l'Assemblée nationale. De barrages en barricade, des révolutionnaires sur le pied de guerre, persuadés que les Russes approchent. BHL a rendez-vous avec la femme à la tresse, Yulia
tout juste libéré après 2 ans et demi de prison qui l'ont affaibli. Yulia Tymoshenko, c'est l'icône que tout le monde veut rencontrer. Pour y parvenir, BHL a fait jouer l'un de ses contacts ambassadeurs. Il entend peser sur ce conflit. Lui qui n'a ni titre ni mandat va se comporter en ministre des Affaires étrangères. Que diriez-vous d'une rencontre avec tous les opinion leaders de France? Directeurs de journaux, grands investisseurs, écrivains. Sûr de ses contacts, BHL, il va même inviter l'Ukrainienne à l'Élysée. Et enfin la rencontre avec le président. Durant son séjour, BHL va ainsi enchaîner les rendez-vous avec les personnalités de premier plan, tels Petro Poroshenko, l'actuel président, ou Vitali Klitschko, devenu depuis maire de Kiev. Chaque fois, il fera filmer ses rencontres. Chaque fois, il lancera des invitations à l'Élysée. Le 3e acte de son voyage, BHL va le jouer ici, place Maïdan. Nous sommes dimanche matin. Depuis 8 jours, les armes se sont tues. Les habitants de Kiev redécouvrent incrédules leur rue, devenue champ de bataille. On honore la mémoire des 75 morts, dont le sang a coulé sur ces pavés, qu'on empile encore et encore, en famille, au cas où. Il y a toujours de l'angoisse dans l'air et un peu de stress pour BHL. Sur la tribune où se succèdent artistes, politiques, religieux, BHL va s'inviter à son tour pour parler en français à ces dizaines de milliers d'Ukrainiens. Son discours de 20 minutes, il l'ébauche en quelques points sur un petit bout de papier. C'est à lui. Il fait -5. BHL tombe l'écharpe. Place au philosophe en chemise blanche. Bernard-Henri Lévy. Et ça marche. Les Ukrainiens reconnaissent BHL dans ce français dépoitraillé, venu exalter leur martyr. Vous n'êtes pas seulement des Européens, vous êtes les meilleurs des Européens. Accent gaulien, le tribun agite les symboles devant cette foule anti-Poutine. Nous pouvons dire à Poutine, bas les pattes en Crimée. Quand vous condamnez l'action de Vladimir Poutine, ici, sur scène, vous continuez ça ensuite à Paris, vous prenez votre téléphone, comment ça se passe, vous appelez Laurent Fabius, c'est quoi votre influence exacte? L'influence, je n'en sais rien, mais je viens de recevoir un message de François Hollande à l'instant, tout à l'heure, c'est de ça que nous discutons, qui est prêt à recevoir la semaine prochaine à Paris Tymoshenko, Klitschko et une délégation d'intellectuels. J'ai reçu donc par SMS son accord. Est-ce qu'on peut parler d'une diplomatie de l'ombre? Non, de l'ombre. Aujourd'hui, c'est une diplomatie de la pleine lumière. Alors, franchement, on peut parler d'une éminence grise? Non plus, pas gris, je suis pas très gris. Non, est-ce qu'on peut dire quand même que vous avez l'oreille des présidents successifs sans peine? Je ne sais pas si j'ai l'oreille. Mais je vous pose la question, c'est le cas visiblement. J'ai surtout j'ai surtout une parole. J'ai pas une oreille, j'ai une parole. Voilà. Et une grande gueule, et je l'ouvre. C'est ça l'histoire, c'est tout. N'allez pas chercher plus loin. Il est content, BHL. Quelques textos avec un président de la République, une foule qui l'acclame telle une rockstar, des joies simples, après lesquelles il semble avoir couru toute sa vie. Voilà 40 ans que le philosophe engagé promène ainsi sa silhouette à travers le monde, sans contrainte, comme bon lui semble. Par quel miracle? Chronique d'une vie où se conjuguent l'audace et la chance d'être bien né. Un cow-boy à l'air mutin, Bernard-Henri Lévy à l'âge de 5 ans. Son univers, ce sont alors ces rues du Casablanca des années 50 au Maroc. Ses parents sont juifs,
peu porté sur la religion. Et son meilleur copain s'appelle alors Claude Berda, devenu depuis producteur de télévision. Alors je vous montre cette photo qui est une exclusivité mondiale. Voilà. C'est Bernard et moi, on doit avoir 6 ans. Et on est allongé dans l'herbe de notre maison. C'était en plein Casablanca, un quartier qui s'appelle Anfa et qui est un paradis sur terre. L'ambiance, c'est des belles villas, beaucoup de gosses qui se promènent en vélo et un bonheur de vivre puisqu'on arrête de travailler vers 3 heures et quand il fait beau, on va à la plage. Une existence prospère pour les Lévy. Après-guerre, André, le père, se lance dans le négoce de bois au Maroc. Ça marche pas mal, et comme il rachète une petite entreprise de cagettes en France, la famille rentre. Elle s'installe à Neuilly-sur-Seine, dans cet immeuble. Nouveau décor, nouveaux copains. Parmi eux, François Henrault, aujourd'hui banquier. Dès la 6e, les 2 garçons deviennent comme 2 frères. Je me souviens très très bien de sa mère. J'ai encore son visage dans les yeux. Je me souviens d'une personnalité très chaude, qui irradie beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, beaucoup d'exigence aussi. On sent que c'est une mère qui considère son fils comme une des merveilles du monde, mais qui attend qu'il se comporte comme une des merveilles du monde. Une mère intransigeante, dont les espoirs ne seront pas déçus. À la maison, personne ne cultive la passion des lettres. Mais le jeune Bernard-Henri présente des prédispositions. Il sort du lot par son brio, sa facilité, son charme, sa gaieté. C'est un doué, je dirais même d'une certaine manière un surdoué, qui va très vite, qui travaille le minimum nécessaire et qui fait sa scolarité en dansant. Lycée Louis-le-Grand, Hippocagne, Cagnes et au bout, la prestigieuse École normale supérieure, d'où il sort agrégé de philosophie en 71. La voie royale pour devenir professeur. Mais le diplômé a une autre idée en tête. Nourri par une légende, celle de son père, André. Engagé auprès des républicains espagnols à 18 ans, héros de la France libre, il s'illustre à la bataille de Monte Cassino jusqu'à obtenir cette citation pour son mépris total du danger sous le feu de l'ennemi. Jean-Paul Enthoven, éditeur et écrivain, intime des Lévy, a été frappé par ce lien de fascination. Son père avait été un héros de la France libre. Et donc, il y a comme ça, vous savez, on n'hérite pas simplement de la couleur des yeux ou de l'implantation des cheveux, on hérite aussi de valeurs. Et dans son roman des origines, Bernard a eu le souci de prolonger, de réincarner la filiation héroïque que son père lui proposait, oui. Je suis absolument sûr que l'image de son père a été un des déterminants majeurs de sa personnalité. Une enfance heureuse, une mère aimante et dévouée, un père héroïque, mais pas seulement, il y a aussi la fortune. Car André Lévy va faire de son fils un richissime héritier. Souvenez-vous, la petite entreprise de cagettes, elle a beaucoup grossi, au point de devenir une multinationale de 4000 salariés. Le milliardaire François Pinault a lui aussi bâti son empire dans le bois. André Lévy, c'était son meilleur ennemi. Il s'est installé comme importateur de bois du Nord, de bois résineux, de bois tropicaux. Et est devenu à ce moment-là un de mes concurrents. Je ne le connaissais pas, c'était une petite affaire qui s'appelait Becob. Lévy, je ne connaissais pas cette famille Lévy. Et je me suis très vite aperçu qu'il était coriace, actif, et ça devenait un réel concurrent. Donc on s'est, c'est vrai, pendant des années, frité sur le terrain, combattu sérieusement. Il connaissait ma gueule, je connaissais la sienne, mais c'est comme des chiens qui se sniffent, mais de loin. Mais André Lévy, c'est un concurrent, mais pas comme les autres. C'est un homme...
D'abord, c'était une gueule. Il avait un physique d'acteur américain. C'est une crinière de vieux lion, un regard franc, profond, mais un coriace, un dur comme concurrent, ça n'a pas été commode. En novembre 1996, le magazine Challenge classe la famille Lévy parmi les plus riches de France. Capital estimé 455 millions de francs, 70 millions d'euros. Cette fortune familiale, le jeune Bernard-Henri Lévy va s'en servir pour échapper à un parcours d'universitaire tout tracé. Un cursus que Frédéric Pagès connaît par cœur. Lui aussi a obtenu l'agrégation de philosophie. Il ne va pas se perdre comme l'ont fait tant de mes amis et moi-même. Une fois qu'on a notre beau diplôme de philosophie, il ne va pas se perdre à enseigner la philosophie à des lycéens en classe de terminale. C'est pas du tout ça son truc. Il n'est pas dans une carrière académique. Il voit tout de suite beaucoup plus large et plus haut. Il a des origines sociales qui l'empêchent de descendre dans la soute du navire. Lui, il est fait pour être sur la passerelle, au poste de commandement. N'est-ce pas ? Et il a les moyens de le faire. Il a les moyens sociaux, financiers, évidemment intellectuels. Bernard-Henri Lévy veut plus que ses congénères, plus que l'ordinaire. Il a la fougue de ses 20 ans et des idoles, les écrivains de guerre Hemingway, Malraux. Comme eux, il veut sentir l'odeur de la poudre et du sang, et un parfum de gloire avec. Son ticket pour l'aventure, le journalisme. Philippe Tesson a alors la quarantaine, il est rédacteur en chef du quotidien Combat, quand un matin débarque dans son bureau le jeune homme ambitieux. Je trouvais le garçon étrange, sympathique, rare, très rare. Rare dans son apparence physique, très séduisant, rare dans ce qui dégageait de ferveur, rare intellectuellement. Alors là, c'était formidable. 22 ans, structuré comme pas permis, ça se sent tout de suite, ça se voit tout de suite. Le discours très assuré, la rhétorique, et puis l'originalité de la pensée. Toutes choses égales. Il se disait maoïste, et il voulait aller voir sur place. Il voulait aller inscrire sa pensée, vérifier, confronter sa pensée à la réalité. Printemps 71. Ce matin-là, sur Europe 1, c'est Malraux qui parle. Si nous voulons faire quelque chose pour le Bengale, nous devons commencer par nous battre. Le Bengale lutte pour son indépendance. BHL ne peut ignorer l'appel de son maître. Bille en tête, il va demander à son rédacteur en chef de l'envoyer au Bangladesh. Accréditez-moi pour que j'ai une légitimité et je pars là-bas parce que ça m'intéresse. Pourquoi ça vous intéresse le Bangladesh ? Parce que je veux aller là-bas et puis l'économie du Bangladesh, puis le destin de ce pays, puis une part de rêve. Malraux, vous dites quoi. Vous avez l'argent à Combat pour le faire partir, pour l'envoyer au Bangladesh ? Moi, j'ai pas un sou. Le Combat était un journal misérable. Ce reportage, il le fait à ses frais. Absolument. Je lui ai pas donné un sou. Je lui ai donné, une pige au tarif syndical. L'argent de papa pour voler au secours des grandes causes et des peuples opprimés. C'est le début du système BHL. Il va lui permettre toutes les audaces, y compris de créer un journal national, l'imprévu. Vous attachez une grande importance à la page régionale. 25 janvier 75, France 3 interview le plus jeune patron de presse de France. Nous aurons tous les jours une page consacrée effectivement aux municipalités, aux problèmes communaux, aux problèmes des régions. BHL a 27 ans et l'assurance des gens bien nés. Son père a mis 8 millions de francs dans l'affaire. Il lui a même acheté une imprimerie dernier cri. C'est plutôt ce en quoi la capitale, ce en quoi Paris peut faire rêver les gens. Quand Michel Butel parle... À ses côtés, Michel Butel. Rubrique quotidienne, Paris vu par. Lévy l'a nommé directeur de la rédaction. Un drôle de type, ce Butel. Un bandit érudit qui fascine l'intellectuel maoïste. 40 ans après, nous l'avons retrouvé. Il est devenu écrivain. J'étais décidé à ne rien faire d'autre que ce que j'avais fait jusqu'à présent, jusqu'alors, c'est-à-dire écrire, mais sans même spécialement vouloir publier, et tenter par tous les moyens
mais c'est quelque chose qu'on peut à peine raconter, de faire un journal. C'est-à-dire de trouver par quelque moyen que ce soit l'argent nécessaire pour faire un journal. Et quand on se dit par quelque moyen que ce soit, ça aboutit à des choses qui étaient reprochées qui tombent sous le coup de la loi. 14 ans de braquage. Mais à quel rythme? Non, pas de braquage, de différentes. Oui, enfin c'est comme ça que ça s'appelle, oui. Présente aussi dans l'équipe de l'imprévu, Véronique Nora. C'est bon là? Aujourd'hui réalisatrice de documentaires. Issue d'une grande famille d'éditeurs et d'intellectuels, à l'époque, elle en est persuadée. Avec l'imprévu, BHL va mettre Paris à ses pieds. On était parti pour la gloire, pour faire un grand journal, l'imprévu. Et c'était vraiment, ils voulaient être la relève intellectuelle, quoi. Après Sartre, Aron, tout ça, enfin c'était, voilà. Et puisque la gloire lui semble promise, Bernard-Henri Lévy voit les choses en grand. Chaque soir, il organise sa conférence de rédaction ici, chez Drouan, un prestigieux restaurant où tous les ans siège le jury du prix Goncourt. À l'étage, il a même loué une suite. Vers 10-11 heures du soir, on n'a pas eu le temps de dîner, on a faim, donc on fait monter des plats. Et Bernard prend son téléphone et dit « Alors, qui a faim alors toi, tu veux quoi ?» Chose comme ça. Tout cela chaque soir dans ce restaurant étoilé. Alors les caisses se vident et le journal ne séduit pas. BHL s'est entouré non de professionnels, mais d'amis de son monde à lui. À l'imprévu, on écrit entre intellectuels bourgeois. Entre personnes friquées, anormalement friquées, c'est-à-dire pour qui la question d'argent ne se pose même pas. Journalistes et eux, non. Ça, c'était pas possible de concilier les deux mots, quoi. Ça s'est cassé la gueule, très rapidement. Il y a eu, je crois, une dizaine de parutions. Je l'avais prévenu, je lui avais dit qu'il raterait son coup, pour des tas de raisons. Parce qu'il n'avait pas d'expérience du journalisme, en tout cas, il ne savait pas ce que c'était qu'un journal. Il n'avait pas la sociabilité nécessaire pour animer une équipe. C'est quand même un intellectuel très replié sur lui-même. On ne peut pas dire qu'il n'aime pas travailler en équipe. Un journal, ça n'est que ça. C'est une fraternité. Il n'y avait pas ça chez lui. 7 février 75, l'imprévu titre sur la fin de l'imprévu. 11 éditions, et puis s'en vont. Pour s'en remettre, BHL part se mettre au vert, près des sommets qu'il n'a pas su atteindre. On est parti à la montagne pendant au moins 15 jours. On a fait du ski, on a fait des grandes courses, on est allé au sommet du Mont Blanc en avion, pour digérer l'échec surtout. Des mesures dans le train de vie, des mesures dans les sentiments. Au même moment, BHL vit une histoire passionnée et destructrice. La drogue va s'inviter dans sa vie. Isabelle d'Outreluigne. Depuis plusieurs années, le jeune agrégé vit une relation fusionnelle avec ce mannequin. Belle comme un idéal, drôle, intelligente. À l'époque, Jean-Michel Desprats vit pratiquement avec eux. À Normal Sup, il partage sa chambre avec BHL. C'est ainsi qu'il apprend à connaître Isabelle, aussi fantasque que désirable. Vous imaginez que c'est Laetitia Casta. Quand elle entrait quelque part, tous les regards se tournaient vers elle. C'était pas la compagne habituelle des Normaliens. Lui, c'était un fils de bourgeois un peu classique quand même, Bernard. Elle était beaucoup plus folle que lui. Il était assez fasciné par ça, par le côté un peu mauvaise fille d'Isabelle. Elle était catastrophique pour lui sur le plan social, parce qu'elle était capable, alors qu'il organisait un dîner avec les dirigeants du groupe Hachette, de les traiter de tous les noms, ou de dire « Mais Bernard, tu m'as dit ce matin qu'il était chiant, machin », mais le type qui était en face de lui. Hein. Mais non, finalement, regarde, il n'est pas si chiant que ça, enfin bon. Excentrique Isabelle d'Outreluigne, une tornade dans l'existence de son philosophe. Mais c'est de la sème et se marie. Isabelle entraîne Bernard-Henri dans une vie à 100 à l'heure où la transgression a toute sa place. Comme cette nuit-là, rue du Four. Le couple s'introduit par effraction dans une boutique pour faire main basse sur un stock de cuissardes, avant de fuir, repéré par la police. Il m'a appelé en catastrophe en disant « il va falloir que tu m'aides ». Je l'ai senti très apeuré, très inquiet de ce qui allait se passer. Peut-être c'était juste une peur. Qu'est-ce qu'il vous demandait au téléphone?
Peut-être qu'il m'aurait demandé un alibi. Il a toujours aimé ne pas être là où on l'attendait, je crois. Surprendre et être surpris. Il s'en vantait de ce vol. Il l'évoquait comme un truc, comme un épisode à la fois dangereux et très amusant. C'est un bon petit garçon quand même, Bernard, au départ. Tout va très vite dans ce couple. Et Lévy n'a que 25 ans quand il devient père d'une petite Justine, aujourd'hui écrivain à succès. Mais peu après l'arrivée de leur enfant, le couple prend l'eau. Isabelle quitte Bernard pour une femme et se laisse entraîner dans l'héroïne. Pour payer ses doses, elle multiplie les cambriolages et finit à Fleury-Mérogis. Claire Stambach est elle aussi mannequin lorsqu'elle rencontre Isabelle. Entre elles, le courant passe, elles deviennent comme deux sœurs. Elle n'a pas oublié les stratagèmes de Bernard-Henri pour cacher à sa fille que sa maman était en prison. Bernard s'est débrouillé pour que certains dimanches, Isabelle puisse venir en camion de police à la maison pour voir sa fille et que sa fille puisse voir sa mère sans... Donc Bernard, je crois, faisait un peu semblant qu'il y ait un peu de bazar, etc. pour que Justine ait l'impression que voilà, sa mère était là et que la vie continuait et que sa fille ignore qu'elle était en prison. De nouveau libre, Isabelle ne reprend pas la garde de l'enfant. S'ensuit une vie marginale, chaotique. Mais jamais Lévy ne lâchera la mère de sa fille. Il lui achète un appartement dans Montmartre, veille sur elle à distance. Jusqu'à ce que la maladie l'emporte il y a 10 ans, jusqu'à son tout dernier jour, quand il s'occupe des obsèques. On a vu arriver, je sais pas, une vingtaine, une trentaine de gens d'une cinquantaine d'années, un peu des looks de vieux baba cool, un peu marginaux, avec des bouquets dans les bras énormes de lilas. Ces gens arrivent autour de la tombe d'Isabelle et on comprend que c'est les copains d'Isabelle, les fameux copains de Montmartre avec qui elle picolait, elle tapait le carton dans ce bistrot. Et là, c'était vraiment une image incroyable. Et alors à la fin... les gens viennent remercier, ces gens-là viennent remercier Bernard. Et Bernard demande à Justine, il dit, mais pourquoi ces gens me remercient, quoi? Et Justine lui répond, mais parce que probablement, tu as dû régler beaucoup d'ardoises dans ces bistrots et ils ont fait la fête et picolé, et donc à tes frais, ils te remercient. Cette histoire, Bernard-Henri Lévy l'évoque rarement. Aux affres d'une vie sentimentale tourmentée, le jeune BHL va opposer le travail, se réfugier dans l'écriture. Nous le retrouvons en vol, vers le Bangladesh cette fois. Il y retourne 40 ans après son reportage pour Combat. De ce voyage, il avait fait son tout premier livre en 73, Les Indes Rouges. Un ouvrage lancé en catimini, annoncé tout au plus dans quelques revues savantes. Résultat, un flop qui a changé sa vie. J'ai connu une expérience avec ça, avec Les Indes Rouges, un livre sans médias. Et c'est vrai que quelque chose en moi, à ce moment-là, s'est dit, s'il y a un autre livre un jour, et il y en a eu un très peu de temps après, qui était Le Barbare à visage humain, il faudra en tirer des conclusions. C'est-à-dire il faudra en effet aller chez Pivot. Il faudra aller chez Pivot parce que on n'écrit pas juste pour convaincre 212 universitaires qui sont déjà d'accord avec vous. Bernard-Henri Lévy, La barbarie à visage humain. Bon, bah là, son premier pivot, c'est donc le 27 mai 1977. Et c'est le tout début d'une love story ininterrompue avec les caméras. J'ai essayé d'écrire un livre qui essaye de battre en brèche et de critiquer tout ce que j'appelle les mythologies optimistes. Bon. Ce soir-là, hors de question de laisser passer sa chance. Il va crever l'écran et enchaîner les émissions phares. Subjuguer les Bernard Pivot, Jacques Chancel ou encore Anne Sinclair. Les tauliers du PAF gardent tous un souvenir précis de leur première fois avec lui. Et qu'il faudrait retrouver. Le lendemain, l'une de mes filles me dit « Papa, j'ai vu Rimbaud ». Je lui dis « T'as vu Rimbaud où ?» Elle me dit « Chez toi hier, sur ton plateau ». Et alors effectivement, il est beau, il est brillant et il est rebelle. Lorsque je suis sorti, je suis allé prendre
faire mon plein d'essence. Celui qui me donnait l'essence m'a dit « Je vous ai encore vu hier soir ». J'ai dit « Ah, c'était comment ?» Et il m'a répondu « Ce jeune homme est éblouissant ». Pas de doute que ça va être un animal de médias, à la fois mangé par les médias, les consommant aussi, et je suis sûre que c'est une star qui naît, oui. Bonsoir, il est philosophe, romancier, talentueux. Combien de plateaux, d'interviews depuis 40 ans? Bernard-Henri Lévy, bonsoir. Monsieur Bernard-Henri Lévy, qui incalculable, est omniprésent, BHL. Bernard-Henri Lévy est notre invité ce dimanche. Parce qu'il est très bon. Parce qu'il a des idées, parce qu'il est pugnace, parce qu'il aime la polémique, parce qu'il sait répondre. La question n'est pas finie que déjà il amorce la réponse, parce que ça va très vite dans sa tête, ça fonctionne très 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 vite. Donc c'est entre guillemets, c'est un peu vulgaire, c'est un bon client. Quoi de plus intéressant que quelqu'un qui à la fois parcourt la planète pour essayer de comprendre ce qui se passe et pour en rapporter ce qui se passe, pour témoigner. Et donc oui, pour moi c'était un client idéal, et en même temps c'était un personnage intéressant, et tous les journalistes ont fait comme moi. On lui fait le procès d'avoir sonné à toutes les portes pour demander quoi que ce soit. Non, il ne m'a jamais rien demandé. J'ai eu envie de l'avoir, et c'est vrai que jamais il ne m'a dit non. Mais c'est moi qui d'abord ai eu envie de le voir, de l'avoir, de le posséder. Au brio des idées, à l'éclat du verbe, BHL va conjuguer le génie marketing. Dès sa première télé, il associe son image à un élément d'identification immédiat, une signature graphique, sa fameuse chemise blanche. C'est une chemise blanche, on va dire une bête chemise blanche. Oui, mais avec le col ouvert, la poitrine offerte, le côté romantique. Oh oui, chapeau. Franck Tapiro est une star de la publicité. Mais il a surtout été conseiller en images auprès d'hommes politiques tels Nicolas Sarkozy. Pour lui, cette chemise, c'est son étendard. C'est le fanfan la tulipe de la paix. Il est vraiment sorti d'un film de Cap et d'épée pour aller défendre la veuve, l'opprimé, la grande cause, drapé dans le drapeau blanc de la paix. Quelque part, il essaie de faire passer ce message qu'il arrive souvent dans des terrains très difficiles, dans des pays en guerre, sur le champ de bataille, là où ça explose, là où ça tire, et il arrive sans drapeau, puisqu'il est lui-même le drapeau. Ça devient un logo, une identité, une marque. C'est un tout. Mais ce type n'a besoin de personne d'autre de mon métier pour être celui qu'il est, BHL. BHL, icône cathodique, détient ainsi le pouvoir médiatique, assez pour peser quand bon lui semble sur les choix de nos chefs d'État. Claude Guéant, ministre de Nicolas Sarkozy. Hubert Védrine, ministre de François Mitterrand, puis Jacques Chirac. Bernard Kouchner, ministre de ces trois présidents. Tour à tour, ils ont pu observer à quel point le philosophe sait se rendre indispensable au pouvoir. Bernard-Henri Lévy est quelqu'un qui a beaucoup d'influence sur l'opinion, qui sans doute est un catalyseur aussi des sentiments de l'opinion. Il est tout à fait clair qu'un responsable politique, fût-ce le président de la République, tient compte de tout ce qui se passe dans le domaine médiatique. Et BHL a réussi à se faire une place dans le registre médiatique qui est une place d'influence. Donc quelqu'un qui a de l'influence sur des gens qui vont réfléchir et voter, c'est quelqu'un qu'il faut prendre en considération. Et un certain degré d'influence et de force, il vaut mieux l'avoir avec soi que contre soi. Il a une puissance d'attraction qui fait que même les présidents de la République aiment, peut-être même souhaitent, travailler aux côtés de Bernard-Henri Lévy ou Bernard-Henri Lévy à leur côté à un moment donné, dans une crise particulière. C'est un grand talent qu'il a d'être persuasif au sommet des États. Illustration au début des années 90, avec la crise bosniaque et le siège de Sarajevo. C'est le premier coup d'éclat de BHL sur la scène internationale. Un engagement spectaculaire dont il fera un film, Bosna. De quoi forger son image, de quoi surtout
nourrir les critiques. Croyez-vous que Nous sommes le 13 juin 1992. La télé bosniaque l'interview quand soudain, être tranquille maintenant? Non, je crois que nous sommes tous coupables, pas loin. malgré les tirs, BHL continue à répondre aux questions. Posture héroïque, le voilà enfin intellectuel de combat, comme ses héros Malraux et Hemingway. Oui, je crois que la situation est évidemment grave. Ce n'est pas la première fois que je me trouve dans une situation de guerre. Mais pour beaucoup, BHL en fait trop. Il agace. Le Canard enchaîné publie même ses photos de l'interview et soupçonne une mise en scène. On y découvre en arrière-plan des soldats circuler paisiblement, comme si de rien n'était. BHL a-t-il triché? Nous avons retrouvé le journaliste qui a réalisé cette interview, Nedim Lankarevitch. Personne avant nous n'est venu recueillir sa version sur cette polémique. Est-ce qu'il y a une mise en scène de Bernard-Henri Lévy? En fait, la question est vexante. Si je vous demande est-ce que vous êtes un escroc, la question est vexante. C'est n'importe quoi. On voit les premiers coups de feu, ça nous fait bien sûr peur. On ne sait pas d'où ça vient, comment ça résonne entre les bâtiments. À ce moment-là, je ne sais pas est-ce que le caméraman a arrêté la caméra ou pas. D'ailleurs, j'entends son voix, il me dit « continue ». Et on va rester dans cette position, ici, derrière cette murette, assez longtemps. Et Bernard-Henri Lévy, emporté avec son élan, il a parlé vraiment qu'il va voir, dès qu'il arrive, François Mitterrand, et il va dire que cette souffrance des habitants de Sarajevo est insupportable, qu'il faut faire quelque chose pour aider les gens qui sont encerclés, enfermés, bombardés, affamés, etc. Lévy va tenir parole et entraîner Mitterrand dans son combat. Les deux hommes se connaissent depuis le début des années 70, depuis cet article élogieux du philosophe sur un Mitterrand, alors au creux de la vague. Bernard est allé le voir et il a convaincu le président de ce que je n'avais pas réussi à le convaincre, c'est-à-dire de faire participer la France plus activement à la libération des habitants de Sarajevo qui subissaient un siège depuis très très longtemps. Il suggère au président de faire un geste spectaculaire en allant à Sarajevo, en affrontant le blocus. François Mitterrand est conquis par cette idée, parce que ça lui permet de faire quelque chose qui a de l'allure, qui est un signe de solidarité qui va être merveilleusement bien reçu par le président Izetbegovic, mais par les habitants aussi, bien sûr. L'aéroport de Sarajevo est rouvert, image symbole du coup d'éclat politique et diplomatique de François Mitterrand. Voyage tenu secret pour essayer de créer un électrochoc et relancer le processus. Grâce à la visite de François Mitterrand, les humanitaires vont pouvoir revenir à Sarajevo. Mais BHL espérait mieux. Lui attendait du président qu'il engage la France dans une attaque militaire contre les Serbes. Je pense qu'il a dû rester chez lui une frustration en disant « j'ai pas pu engager la France, j'ai pas pu engager François Mitterrand au-delà de ce geste ». C'est un beau geste, mais il souhaitait plus en fait. Donc c'est à la fois spectaculaire et ça montre la limite d'une influence de ce type. Un an plus tard, les bonnes relations entre BHL et Mitterrand vont donner lieu à un épisode étonnant. Juin 93, BHL se marie avec Ariel Dombasle. Les noces ont lieu à Saint-Paul-de-Vence, mais le marié a bien failli ne jamais arriver, bloqué à Sarajevo. Vincent Darré, décorateur et designer, est l'ami le plus proche d'Ariel Dombasle. Il appelle Mitterrand, qui connaît bien, et il lui demande cette faveur extraordinaire pour le jour de son mariage. Il avait dit, écoutez, monsieur le président, je suis bloqué à Sarajevo, je me marie aujourd'hui, l'ennui c'est que je suis bloqué et que je peux pas, voilà, tout le monde m'attend. Et François Mitterrand, le président, lui envoie un avion, je crois, de la République française, incognito, pour venir le chercher.
Ariel Dombasle n'a pas 20 ans lorsqu'elle croise pour la première fois le visage de celui qui deviendra son homme. L'actrice nous reçoit à domicile pour évoquer cette part d'intime. Chez elle, les allumettes viennent de chez Dior et les feux de l'amour sont éternels. Depuis ce jour de 1977, où son regard s'est posé sur la couverture de ce livre, signé d'un auteur dont elle ignorait tout. Quand j'ai vu son visage, j'ai été complètement statufiée. Voilà, et je me suis dit, c'est cet être-là qui est celui qui va changer ma vie. Et c'est, voilà, je me suis mis à l'aimer déjà à travers ce simple visage, cette image. Elle avait eu comme un flash et elle était allée à la signature. Et Bernard-Henri l'a vu arriver de loin. Il a été époustouflé par le physique et par ce personnage. Et en fait, la foule s'est comme ouverte, tous les gens qui attendaient pour signer. Et elle a traversé la foule et elle est venue vers lui. Il m'a regardé et il m'a mis une dédicace très énigmatique. Il m'a juste mis en attendant avec des points de suspension. En attendant, car tous deux sont déjà engagés dans leurs relations respectives. Ils tentent de résister, mais finissent par succomber à cet amour interdit. On a, c'est vrai, vécu 7 ans totalement en vase clos, en ne voyant personne, seulement dans les hôtels et avec la complicité des barman et des liftiers, voilà. Le couple fascine. Riche, beau, célèbre. À la grande loterie de la vie, ils ont tout raflé. Je crois que ce qui fascine Bernard-Henri chez Ariel, c'est évidemment parce qu'elle est le contraire de lui et qu'elle lui apporte une joie de vivre, une insouciance. C'est comme un soleil, c'est une bouffée d'air frais et elle arrive, elle est insouciante, elle est drôle, elle a de l'esprit. Et donc ça fait un bien fou de vivre avec quelqu'un comme ça, surtout quand on vit dans le contraire, comme Bernard-Henri, dans la douleur et dans des choses qui sont graves. Mais cette réussite insolente, la mise en scène de leur bonheur, finit par irriter, provoquer des jalousies et les sarcasmes de certains. Vous connaissez votre surnom? Comment on vous surnomme, vous, le couple? Non. Sans vouloir vous... Oui, dites-moi. Cul et chemise. Oui. C'est plutôt rigolo. Mais tout n'est pas si léger dans le monde merveilleux de BHL. L'écrivain aurait recours à des substances illicites, des amphétamines. C'est ce que nous ont murmuré certains de ses proches. C'est sa part d'ombre. À ces questions, son épouse ne se dérobe pas. Quand je vois son regard extraordinairement fixe comme ça et une espèce de chose avec un horizon très lointain et dur, je me dis, ah, là, il y a de la chimie qui est passée par là. Bernard-Henri Lévy se drogue. Il a recours, je vous dis, à des armes. Ce qui est important pour lui, c'est son œuvre et ce sont ses combats. Et par conséquent, tout est permis pour arriver à ses fins. C'est un grand stratège. Mais le stratège a ses limites. Et s'il n'était pas aussi savant qu'il en a l'air? Le scandale éclate en 2010 avec ce livre « De la guerre en philosophie ». Lévy y cite un certain Jean-Baptiste Botul, tel un auteur de référence. Frédéric Pagès, l'agrégé de philosophie, connaît parfaitement ce Botul. C'est même lui qui l'a inventé, comme une boutade dans ce petit ouvrage humoristique. Botul n'existe pas, c'est la bourde. Place au procès en légitimité. Il cite Botul et quelques pages avant, il a cité Spinoza et Althusser, et une page plus tard, il cite Merleau-Ponty. C'est quand même curieux qu'un agrégé de philosophie qui connaît son histoire de la philosophie mette Botul dans l'histoire de la philosophie, parce qu'il n'y a pas des millions de philosophes, on les connaît, les grands. C'est des fautes de débutants, finalement.
C'est des fautes de jeunes, on pourrait dire, qui démarrent dans la carrière. De la part de BHL, qui est un vieux routier de l'édition, de la philo, de la littérature, c'est inouï, quoi. Et ce qui est encore plus inouï, c'est que ça ne lui porte pas vraiment tort. Un scandale qui n'a pas coulé l'auteur. BHL, philosophe insubmersible. Enfin, philosophe, pas pour tout le monde. Selon Frédéric Pagès, Bernard-Henri Lévy usurpe ce titre. C'est pas un philosophe au sens où, effectivement, on aurait du mal à citer un seul concept original de Bernard-Henri Lévy. Un seul, ça suffit pour laisser un nom dans l'histoire de la philosophie. Non, lui, il ne crée pas. Alors, vous dire créer, c'est compliqué. Il faut mettre son nez dans les textes, et dans les textes en langue originale. Donc, si vous lisez Hegel, il faut le lire en allemand. Si vous lisez Platon, il faut le lire en grec, etc. C'est ça le vrai travail. Ce travail-là, c'est un travail qui est de moine, on va dire, qui demande une concentration et qui demande une sorte de vie d'ascète. Voilà. Or, l'ascétisme, c'est absolument pas le programme de BHL. BHL est dans un programme de brillance. Et donc, la philosophie est juste une façon de briller. Briller coûte que coûte. C'est aussi ça le programme de BHL. Au point de faire l'objet d'un rejet violent, au point de n'inspirer pour certains que crème et châtiment. Ah non, ça suffit! Depuis 1985, il est devenu la cible obsessionnelle d'entarteurs. BHL excédé, Ariel ulcéré. La machine médiatique va s'en régaler. L'entarteur belge Noël Gaudin est ainsi devenu le cauchemar de BHL. Le tout grand secret, c'est de déposer délicatement la carte en plein dans la figure de la cible. Piètre pâtissier, Noël Gaudin s'est pourtant fait un nom grâce à ses tartes, symbole d'un ras-le-bol, du trop médiatique philosophe. C'est une nuisance, vraiment, vraiment. BHL incarne le pouvoir dans toute son horreur, le nombrilisme arrogant, plein de gens en ont marre de lui. Il est crispe parce qu'il est partout, il la ramène et il est dépourvu tragiquement d'humour, totalement. Donc c'est la tête à tarte par excellence. Il en fait des tonnes, il en fait souvent trop. C'est une petite partie de son intelligence qui fait défaut. Il ne mesure pas toujours jusqu'où il peut aller trop loin. C'est vrai qu'il est pléthorique, jusque quelquefois ce qu'on peut appeler l'excès du ridicule, la posture, quoi. C'est marrant son mode de vie. Il passe sa vie dans des endroits de luxe. On n'entend pas parler de lui pendant 3 ans. Brusquement, il surgit comme ça. En disant, il faut dénouer ce conflit, il faut recevoir machin, il est urgent. Puis il refait Malraux pendant 2 jours, vous voyez. Et après, il redisparaît. BHL contesté, BHL détesté, mais BHL courtisé. Novembre 2010, il organise au Café de Flore les 20 ans de sa très confidentielle revue d'actualité La Règle du Jeu, et en fait une formidable vitrine de sa puissance. La liste des convives est hallucinante, d'Alain Delon à Roman Polanski, de Simone Veil à Lionel Jospin ou Jacques Higelin, de Jean-Pierre Elkabbach à Xavier Niel, de Jean Nouvel à Philippe Starck, et etc., etc. Ce soir-là, le tout Paris se presse pour être sur la photo à côté de BHL. Depuis, Christophe Barbier, directeur de la rédaction de l'Express, ne se souvient pas avoir vécu soirée si bien fréquentée. Est-ce qu'ils sont nombreux à Paris à détenir un tel réseau? Honnêtement, non. Avoir un croisement de tant de gens, d'originels, divers, et des accords, mais acceptent de les mettre dans leur poche pour venir à ce type d'événement, non, il n'y a personne. Personne de son vivant. Quand vous êtes mort, vous avez ça à des obsèques. Le point commun de tout cela, c'est qu'aucun de ces invités ce soir-là n'était sans lien avec Bernard-Henri Lévy. C'est-à-dire, il n'a pas pris un fichier de VIP en disant « Tiens, j'aimerais bien que machin, que je ne connais pas, vienne ». Non. Tous ceux qui étaient là le connaissaient. Et plus que le connaissaient,
avait à un moment donné partagé quelque chose professionnel, artistique, amical avec Bernard-Henri Lévy. Ce réseau, BHL l'utilise tant qu'il peut, au service de ses convictions politiques notamment. On y va. Présent aussi à cette soirée, Pierre Berger. Financier de la campagne de Ségolène Royal en 2007, il a été le témoin direct du jeu d'influence exercé par le philosophe à travers un accord secret entre lui et la candidate. Elle a demandé à un moment donné à Bernard de lire un discours qu'il n'a pas trouvé très bon et qu'il a décidé de réécrire. Et c'est ce qui s'est passé. Il a écrit, il a réécrit. Et je pense que même le discours, je ne sais plus lequel, de Villepinte peut-être, il l'a écrit dans la nuit. Et elle l'a lu comme ça. Et il était excellent. Est-ce que si Bernard-Henri Lévy vient en aide à Ségolène Royal, c'est parce qu'il espère un ministère? Non. Bernard-Henri Lévy, comme d'autres, comme moi, ne cachons pas cela. Oui, nous n'aimons pas le pouvoir, c'est pas ce qu'on veut, mais nous aimons avoir une influence. Ça, c'est net, et je ne vais pas le cacher, mais pour devenir quoi? Rien. Peut-être alors pour savoir sur qui compter le moment venu. Car son spectaculaire réseau, BHL s'en sert parfois pour ses besoins personnels. En 1986, la société de son père, la Bécob, est au bord de la faillite. BHL obtient du pouvoir socialiste un accord pour un prêt, mais la gauche perd les législatives avant le versement. Pas de contact à droite. Pour sauver la boîte familiale, il s'adresse à François Pinault, proche de Jacques Chirac. Il m'explique les problèmes. J'ai dit, Bernard, voulez que j'en parle à Jacques Chirac? Il dit, si vous pouvez. Donc je vais voir Jacques Chirac. C'était son premier soir ou deuxième soir à Matignon. Je lui explique ça. Il me dit, il appelle Jacques Friedman, qui est un de ses collaborateurs, en disant, voyez cette question, tâchez de la régler. Puis ça a été réglé dans le courant de la semaine. D'ailleurs, le gouvernement de Jacques Chirac a pris le relais du gouvernement de Pierre Bérégovoy pour accorder ce prêt participatif. Il y avait une condition, c'était qu'un actionnaire nouveau rentre dans le capital de Bécob, ce que j'ai fait. C'est vous qui l'avez présenté à Jacques Chirac? Mais il m'avait présenté François Mitterrand, donc vous pouvez lui présenter Jacques Chirac. Son réseau, son argent, BHL sait aussi en faire une formidable boîte à outils, comme lors de la révolution libyenne. Cette crise, l'apogée de son savoir-faire. Mars 2011. Depuis 2 semaines, un vent de révolte souffle sur Benghazi. BHL y débarque un peu largué. Pourquoi faire? À cet instant, il ne le sait même pas. Jean-Pierre Filiu, historien, ancien diplomate et prof à Sciences Po, est un spécialiste de la région. Au début, l'équipé de BHL en Libye l'a laissé perplexe. Il ne connaît personne, il demande pratiquement dans la rue à tel ou tel qui est le chef des rebelles, il se fait épeler les noms et avec beaucoup d'esbrouf et un certain talent, il a effectivement accès à la direction de la révolution libyenne, donc le Conseil national de transition. Nous avons retrouvé l'un des principaux membres du CNT. Il s'appelle Mansour Saïf Al-Nasser. Il se souvient de son premier contact avec cet inconnu à la chemise impeccable. Le CNT à l'époque cherchait des soutiens et voilà ce monsieur qui vient et qui dit au CNT que je suis là pour vous aider. Il a dit qu'il a une amitié avec le président Sarkozy et qu'il peut convaincre le président Sarkozy à soutenir la révolution libyenne. Et effectivement, depuis Benghazi, il appelle l'Élysée, il parle au président Sarkozy, ce qui évidemment impressionne grandement ses interlocuteurs libyens. Cet appel, le voici, filmé par son propre caméraman. Recevoir ces gens, je suis persuadé que si un pays comme le nôtre reçoit une délégation du Conseil national de transition, ce sera un coup de tonnerre politique. Mansour Saïf Al-Nasser n'en est pas encore revenu. Il se souvient ainsi du philosophe lui proposant, comme à Kiev, souvenez-vous, un programme complet, une sorte de kit BHL avec voyage à Paris, rencontre avec le président,
et conférence de presse dans un palace, le tout à ses frais. Il a dit j'organise ça à l'hôtel Raphaël. Alors nous on lui a demandé, vous savez, nous on voudrait savoir combien ça va coûter parce que nous, c'est des révolutionnaires, on n'a pas beaucoup d'argent. Il a dit non, c'est mon cadeau à la Libye. Mon cadeau à la Libye. Je ne demande rien. Il a tout payé de sa poche. Il a payé de sa poche. En jet privé, le philosophe ramène donc à l'Élysée les membres du CNT. Selon lui, l'opération lui aurait coûté autour de 150 000 €. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Le prix d'une bonne publicité, car il va signer avec cette visite son plus beau coup. Une petite semaine aura suffi à BHL pour organiser cette rencontre. Nous sommes le 10 mars 2011. Nicolas Sarkozy reconnaît le CNT comme nouvelle autorité de la Libye. Ce feuilleton, Alain Minc, proche de Nicolas Sarkozy, l'a suivi heure par heure. C'est fou, si vous voulez. Et cet engrenage qui aboutit au fait que Sarko arrache l'accord d'Obama, réunit la coalition et frappe Benghazi. Là, vous pouvez vous dire, un grain de sable peut peser sur l'histoire. Quelques jours plus tard, après un vote à l'ONU, les frappes aériennes stoppent les troupes de Kadhafi, entraînant sa chute. 15 septembre 2011, Nicolas Sarkozy vient célébrer sa victoire à Benghazi. Vous avez voulu la paix. Vous avez voulu la liberté. Derrière lui, une silhouette s'invite sur l'image, comme pour réclamer sa part de gloire. Seront toujours aux côtés du peuple libyen. Début mai, nous nous posons avec Bernard-Henri Lévy au Bangladesh. Un voyage express pour la traduction de l'un de ses livres. À peine plus de 48 heures dans les faubourgs de Dhaka, durant lesquels cet écrivain protéiforme, sans titre ni mandat, va être accueilli, tel un ministre. Accompagné par l'ambassadeur de France, il est reçu par la dirigeante du pays pour une rencontre d'1 heure, durant laquelle il prodiguera ses conseils et lui offrira son ouvrage. BHL n'est décidément pas un voyageur comme les autres. And this is my book, translation into Bengali, just translated, all written 42 years ago. Ainsi va l'existence de Bernard-Henri Lévy. À l'âge où certains profitent de leur fortune sur de longs voiliers, sur des flots apaisés, lui préfère les tempêtes. C'est pas un jeu tout ça. Je crois que jusqu'à tant que j'en aurai la force et l'énergie, qu'il y aura un Benghazi menacé par des chars de Kadhafi, tant qu'il y aura une Ukraine menacée par les sicaires de Poutine, je me sentirai requis, comme je me suis senti requis à 23 ans au Bangladesh, face aux images atroces, aux rares images que les télévisions avaient produites. À 65 ans, Bernard-Henri Lévy a écrit une quarantaine de livres. Mais plus que son œuvre, il nourrit l'espoir immodeste que sa vie et ses engagements marqueront l'histoire. Pour mieux rejoindre ses maîtres, Malraux et Hemingway, au panthéon des écrivains engagés. Voilà pour ce film de Yvan Martinet, de Florian Lemoyle et de Fred Prigent. Et on est de retour ici avec vous, Bernard-Henri Lévy, sur cette place Furstenberg, qui est au cœur de Saint-Germain-des-Prés. Comment expliquez-vous, parce qu'on le voit un petit peu dans le sujet, mais les critiques sont assez sévères, comment expliquez-vous vous êtes aussi clivant, que les gens vous détestent quelquefois à ce point?
clivant, probablement parce que je prends des positions qui sont elles-mêmes clivantes. Moi, je ne suis pas dans le consensus. Vous l'avez vu dans ce film, je viens de le voir comme vous, quel que soit le film, peu importe, mais je ne suis pas dans le consensus, je prends des positions fermes, radicales, lorsque je crois devoir les prendre. Et par définition, ça provoque des réactions et ça suscite des inimitiés. Il y a ce que vous faites et puis il y a ce que vous êtes. Oui. Et parmi vos détracteurs, et tous ne se sont pas bousculés d'ailleurs pour parler dans ce sujet, hein, il y en a, ils retiennent des choses. Ils disent, ils mettent en cause vos moyens, votre train de vie, ce côté intello plus que bobo qui passe sa vie dans les palaces, etc. Et ils disent, c'est pas... Écoutez, quand on a un peu de moyens, il y a deux façons de faire. Hein. Ou bien on achète des bateaux, des collections de tableaux et des choses de ce genre, c'est pas ma tasse de thé. Ou bien, ce qui est mon cas, on se sert en effet des quelques moyens qu'on peut avoir et que j'ai pour aider la révolution libyenne. C'est votre façon de dire je suis utile et je rends d'une certaine façon. Mais concrètement, si vous n'aviez pas eu ces moyens-là par votre père, est-ce que vous auriez pu avoir cette carrière-là ? Je l'aurais fait autrement. Je l'aurais fait autrement, probablement. Ça n'aurait rien changé au fond des choses. Donc, ce procès. Donc le cocon n'empêche pas le contact avec la réalité. Cocon, je ne sais pas ce que c'est qu'un cocon. Pour l'instant, je sais que j'ai passé 40 ans à faire deux choses. Moi, il y a deux choses qui m'intéressent dans la vie, qui me passionnent, qui me fascinent. Un, qui me fascine, deux, qui m'horrifie. Ce qui me fascine, c'est la grandeur des hommes, c'est leur héroïsme et c'est l'esprit de résistance. J'ai passé 40 ans à essayer de témoigner quand il y a de l'héroïsme et de la grandeur quelque part. Et la chose qui m'horrifie, c'est les massacres. Et les massacres, quand les hommes et les femmes meurent en vrac, meurent en tas, sans nom, sans nombre, sans visage. En Libye, en Syrie, en Bosnie ou ailleurs. Et en Bosnie, les guerres d'Afrique. J'ai passé ma vie à essayer de témoigner, de rendre des visages à ces millions de morts qui meurent sans trace. C'est ça qui m'intéresse. Ces critiques, elles vous atteignent un petit peu, elles vous font mal, Mais non. Ce qui me fait mal, c'est quand je vois mes amis bosniaques la semaine dernière, qui risquent d'être les derniers à avoir le droit d'être candidats à l'entrée dans l'Union européenne. Ça me fait mal. Ce qui me fait mal, attendez une seconde, c'est la mort, là, il y a quelques jours, de Salva Bougueguis, cette avocate des droits de l'homme à Benghazi, assassinée à coups de poignard par des salopards de djihadistes. Ça me fait mal. Les critiques de quelques mondains parisiens qui fréquentent beaucoup plus le Café de Flore que moi et la brasserie libre, je m'en fiche. Bon, je vais finir de vous fâcher encore avec les critiques qui sont faites mais sur cette tenue, sur cette chemise. Yvan l'a montré au début du reportage, cette espèce d'uniforme que vous revêtez, c'est quoi? C'est du marketing, ça a été réfléchi, ça a été étudié, c'est quoi? Mais c'est l'inverse. Vous voulez vraiment qu'on s'attarde là-dessus? Oui, 2 secondes. Bon, c'est l'inverse. C'est le truc le plus simple. C'est parce que ça ne m'intéresse pas. Donc j'ai la même chemise et le même costard depuis 40 ans parce que ça ne m'intéresse pas. Donc j'ai réglé le problème une fois pour toutes en ayant la même chemise. Et dans votre dressing, vous avez 25 000 chemises blanches. Oui, j'ai quelques chemises blanches, les mêmes, et quelques costumes, les mêmes. Je ne comprends même pas pourquoi. On pense BHL, on pense aussi image. Parce qu'on sait que vous êtes très très sourcilleux sur l'image que vous donnez de vous-même et sur la fabrication de l'image. Cette chemise en fait partie. On vous voit à Kiev, vous avez un caméraman qui vous suit, on vous voit ailleurs. D'abord, un caméraman, c'est le vôtre. Non, vous avez aussi un photographe caméraman qui vous suit aussi. Oui, il y avait peut-être un autre caméraman qui était là, c'est possible. Ben oui, écoutez, ça c'est... En Libye, vous êtes filmé tout le temps, vous appelez Sarkozy, vous êtes filmé. Vous mettez en scène de certaine façon tout ce que vous faites. Je ne mets pas en scène, j'essaie de faire en sorte que ce que je fais soit efficace. J'essaie de faire en sorte que lorsque je prends un engagement, lorsque je prends même parfois des risques, que ça serve à quelque chose. Donc bien sûr... Et ça passe par le média. Ça passe par les médias, quels qu'ils soient, ça passe par la télévision, ça passe par les journaux, ça passe par Internet. Faire les choses, si on ne témoigne pas aussi, c'est comme ne rien faire. Bon, mais est-ce qu'il y a une part de drogue aussi dedans? Est-ce que l'éclairage, les caméras, etc., ça fait aussi partie de votre univers? Est-ce que c'est indissociable de vous, aujourd'hui? Écoutez, c'est indissociable de moi. Vous m'invitez aujourd'hui, je ne vous ai pas braqué pour vous obliger à m'inviter. Vous avez souhaité faire ce film. C'est une idée à nous. Vous avez souhaité faire ce film, c'est une idée à vous. Vous savez très bien que d'ailleurs, je n'étais pas très favorable au début. Il a fallu vous convaincre. C'est le moins qu'on puisse dire, il a fallu me convaincre. Voilà, donc interrogez-vous, vous,
pourquoi vous avez voulu faire un film sur moi. Mais quand on vous entend la voix vibrante à Kiev, sur cette place Maïdan, etc., avec ces accents un peu gaulliens, on se dit, il en fait pas un petit peu trop quelquefois, BHL? Quand même. Moi, je trouve que les accents gaulliens, on n'en entend plus assez. Si vous voulez le fond de ma pensée, je trouve cette époque minable. Je trouve les hommes politiques minables. Je trouve les querelles politiciennes minables. Et j'aimerais qu'on entende un peu plus d'accent gaulien sur la place Maïdan et ailleurs. Vous êtes quoi, la conscience des politiques? Vous arrivez comme ça, vous voulez les bousculer un petit peu? Quand vous appelez Sarkozy, quand vous amenez Hollande à recevoir des gens, etc. etc. Moi, je dis que j'aimerais qu'on entende plus d'accent gaulien. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a un contentement, un plaisir, voire une jouissance à voir que ce qu'on met en branle, que ce soit en Libye ou ailleurs, finit dans l'Élysée? Mais bien sûr. Oui. Il y a une grande tristesse quand ça ne marche pas, et il y a une grande joie quand ça marche. Quand Jacques Chirac, ça je crois que vous n'en parlez pas dans le film, quand Jacques Chirac m'envoie en Afghanistan faire une mission pour la reconstruction de l'Afghanistan, j'ai rapporté je vois la plupart des mesures de ce rapport qui ont été appliquées dans les années qui suivent. Mais attendez, j'étais fou de bonheur, j'ai l'impression de servir à quelque chose pour ce peuple afghan qui est également très cher à mon cœur. Bien sûr qu'il y a un plaisir, mais ce n'est pas un plaisir, ce que j'aimerais vous faire comprendre, Benoît Duquesne, c'est que ce n'est pas un plaisir narcissique, c'est un plaisir... On vous fait ce procès-là, on dit c'est un narcissique. Qu'ils me font ce procès-là, qu'ils continuent, peu importe, moi je continue aussi. Donc là vous dites, j'ai fait bouger les lignes. Vous l'avez fait en Libye, vous l'avez fait ailleurs. Je l'ai fait en Ukraine. Il m'est arrivé de faire bouger les lignes, bien sûr. Et quoi de plus? C'est votre ambition. C'est de réveiller les choses, de réveiller les consciences, de faire porter haut une voix de la France, etc. Oui, mon ambition, c'est tout ce que je viens de vous dire là. Et accessoirement, vous savez, par exemple, au moment du voyage de Mitterrand en Bosnie, vous venez de le montrer dans le film, et Bernard Kouchner vient de le dire. J'étais très heureux d'avoir convaincu Mitterrand de faire ce voyage en Bosnie. Et puis après, j'étais tellement triste, mais triste à pleurer. De voir que ça s'arrêtait à ça. Pas ça, que ça faisait des effets inverses. C'est-à-dire qu'au lieu de lever le siège, il a contribué à renforcer le siège. Mais j'en étais triste à pleurer. Et à l'inverse, quand, comme en Libye, ça marche, quand une guerre de libération va jusqu'au bout, quand, comme en Ukraine, Poroshenko que j'amène à Paris, quand il est reçu à l'Élysée, je suis heureux. Et vous êtes prêt pour ça, à mettre même vos deniers personnels pour faire basculer la balance et rendre possible des choses qui ne le sont pas forcément. Dernière question, vous êtes un homme d'influence. Bon, vous avez, quand on voit où vous êtes, un pouvoir assez incroyable. On l'a vu avec les personnalités que vous êtes capable de réunir autour de vous pour un anniversaire. On voit, vous êtes directeur de collection chez Grasset, éditorialiste au Point, membre du conseil de surveillance du Monde, président du conseil de surveillance d'Arte, directeur de la publication évidemment La Règle du Jeu, actionnaire de Libération, je ne sais pas si j'en oublie. Sûrement, mais vous représentez un pouvoir. Oui. C'est peut-être aussi pour ça que vous déclenchez ces peurs, peut-être, non? Eh bien, tant mieux. Tant mieux. Si si j'ai un peu de pouvoir, comme je pense que ce pouvoir, j'en fais bon usage, tant mieux. Voilà. Je considère que dans tout ce que j'ai pu faire depuis 40 ans, et dont vous venez de donner une photographie honnête, ce film-là, j'y étais hostile, mais c'est honnête. Il n'y a rien dont j'ai à rougir aujourd'hui. Je ne rougis de rien. Je ne regrette rien. Aucun de mes engagements depuis 40 ans, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui peuvent dire ça. Ou depuis 45 ans, je n'ai pas envie, vous qui habitez près de l'Élysée, d'être plus impliqué dans le pouvoir, d'être ministre, je ne sais pas quoi, etc. Le pouvoir, vous venez le titiller pour qu'il se réveille, mais vous ne voulez pas y participer complètement. D'abord, chacun son truc. Je suis incapable d'être ministre. Je serais un très mauvais ministre. Il faut connaître ses limites. En revanche, oui, vous savez, il y a un livre de Franz Fanon qui s'appelait Les damnés de la Terre. Ben, je suis assez fidèle. Il y a des damnés de la Terre et il y a des damnés de la guerre. Et prendre soin, avoir le souci de ces femmes et de ces hommes-là, leur redonner leur dignité, réparer l'outrage qui leur est fait partout, par l'histoire, par le capitalisme, ça c'est un beau mandat. Ça c'est une belle responsabilité pour un homme. Et j'essaye d'y être pas trop infidèle. Toute dernière chose, le philosophe, il est où dans tout ça? Il a été supplanté par l'homme d'action? Mais le philosophe, l'engagé. Quand je ne serai plus là, on se donnera la peine peut-être de regarder d'à peu près mes livres, y compris les livres de philosophie, et puis vous verrez que le philosophe n'a jamais, au contraire, je suis d'abord un écrivain.
Je suis d'abord. Hubert Védrine dit une chose très juste. Là, il dit c'est bizarre son fonctionnement. Il disparaît pendant 3 mois, Oui. puis il réapparaît. Oui, Oui. c'est vrai que je disparais pendant 3 mois et même pendant 3 ans. Qu'est-ce que je fais pendant que je disparais? Est-ce que vous croyez que je me la coule douce sur un yacht au large de. Non, j'écris. Quand je disparais pendant 3 mois ou 3 ans, comme dit Védrine, c'est parce que j'écris. Et j'écris comme un bœuf. J'écris comme un bulldozer, parce que c'est ma véritable passion. Vous pensez rejoindre Malraux plus tard? Vous pensez que de là-haut, il se dit tiens, c'est pas mal ce qu'il fait? Vous pensez que... Écoutez, je sais en tout cas que lorsque je suis allé au Bangladesh à 23 ans, comme un fou, je sais, ça je pense pas, je sais qu'il a pensé c'est pas mal ce qu'il fait, puisque j'étais un des rares à répondre à son appel, tellement on l'entendait. C'est beau cette voix de Malraux à la radio, c'est magnifique, cette espèce de panache. C'est la voix qui s'est imprimée Attendez, dans votre esprit, dans cette époque tout jeune philosophe. Dans cette époque où il y a tellement de veuleries, où les gens sont tellement plus petits qu'eux-mêmes, souvent, pas toujours grâce au ciel, c'est bien de réentendre la voix. Merci d'avoir fait réentendre dans le film d'Yvan Martinet la voix d'André Malraux. Très très dur à trouver. Merci beaucoup. Merci Bernard-Henri Lévy d'être venu ici sur cette place qui est quand même très jolie d'ailleurs, cette place Fürstenberg. J'espère que cette émission vous aura permis de mieux cerner qui est Bernard-Henri Lévy et ce que sont ses engagements et la sincérité de cela. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer l'émission, que ce soit François Ducroux, Joël Bruyandet, Thomas Auro à la rédaction en chef, Caroline Durand à la préparation des plateaux, Philippe Lallemand à leur réalisation. Je vous rappelle notre